Bonjour, nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Mézières, que l'on ne présente plus. Donc, d'ailleurs, je ne vais pas tellement travailler sur la biographie, parce que, bon, finalement, elle est assez connue, on peut la voir assez facilement en faisant une recherche sur Internet. Par contre, je pense plus intéressant d'avoir des éclaircissements sur la manière dont certaines bandes, alors évidemment Valérian et Laureline, mais d'autres aussi ont été travaillées, conçues, réalisées. Et puis on reviendra quand même sur certaines bandes un peu moins connues, parce que finalement, très souvent, une œuvre en cache une autre chez un créateur, et c'est un petit peu dommage. Alors j'ai évidemment quelques questions. 1967. L'année de parution de Valérian contre les mauvais rêves. À l'époque, en fait, la science-fiction n'était pas très à la mode dans la BD. Et même, de toute façon, elle n'avait pas du tout l'impact qu'elle a de façon générale aujourd'hui avec le cinéma. Alors, la question est un peu classique, mais comment l'idée vous est-elle arrivée avec Pierre Christin? Bon, bonjour d'abord. Et le choix de décider de non pas une série qui va nous tenir 50 ans, mais de dire on va faire une histoire longue dans le journal pilote, où on avait fait quelques petits récits courts. On s'était retrouvés aux États-Unis, Christin et moi, lui comme prof d'université, moi comme gardien de vache, à cheval de préférence. Et donc il y avait des goûts de western. Tout le monde faisait du western. C'est sûr que le western était le genre le plus exploité des journaux, le plus catho ou plus communiste. Il y avait des histoires de cow-boys dedans. C'est quand même formidable. Et donc c'était fait. Et en plus, mes amis personnels étaient J.G. avec Jerry Spring, Jean Giraud avec Blueberry, que je connaissais déjà depuis l'âge de l'école, et Maurice, que je ne connaissais pas encore, mais que je n'avais pas tardé à rencontrer. Donc le plan était fait, c'est sûr que ça suffisait dans le journal, et il fallait trouver une histoire, de dire qu'est-ce qu'on va faire. Et c'est là où Christin et moi, qui sommes des amis d'enfance, on avait quand même une bonne connaissance de ce domaine qui était la littérature de science-fiction, pas du tout répertorié, pas du tout approuvé ni par la presse, ni par les journalistes, ni par les écoles, etc. Mais c'était un genre très à la mode, enfin à la mode souterraine. C'était ça qui était amusant. Et donc on avait lu déjà, à l'âge de 18 ans, à peu près tous les grands romans qui ont basé les fondements de la science-fiction des années 60. Ce qui est plus surprenant peut-être, c'est au niveau graphisme, parce que finalement, il n'y avait pas tant de bandes. Bon, il y a eu quand même évidemment les bandes américaines des années 30, bon, les Flash oui, Gordon. Mais qui connaissait en voilà. 1960, sans avoir été aux États-Unis, qui connaissait ces bandes américaines? Absolument personne. Absolument. Bon, par contre, en France, il y avait eu quand même Druyet dès 66. Non, Druyet, vous avez raison, mais Druyet, son premier album Delirious était publié, pas Delirious, pardon, Lon Sloan, était publié chez... non, c'était pas Pauvert. Non, c'était un marginal absolu. Excusez mon grand âge, j'ai des trous. C'est pas Pauvert, mais c'était... Losfeld, merci le public. Vous restez là. Losfeld, bien sûr. Et ce livre est devenu connu quand Druyet est venu à Pilote, après, où on a commencé à dire mais il n'a pas fait que ça. Alors que, donc, il y avait un désert absolu de science-fiction. Non, il y avait deux trucs que je connaissais qui étaient dans le journal Chouchou, qui a dû, je crois, durer 4 numéros en 1964. Forest et Gillon avaient commencé à travailler sur les naufrages du temps. Et puis je crois que c'est tout. Poivet
avait fait dans Vaillant, Les Pionniers de l'Espérance. Mais moi, j'avais pas adhéré au graphisme de Poivec, qui est un magnifique dessinateur, mais un peu trop croquis. Et je trouve qu'il n'avait pas la matière de pouvoir créer des mondes étranges. Donc il fallait s'y essayer, simplement parce que personne n'en faisait. Et on a démarré en disant on va faire une histoire de 30 pages. De manière générale, quand vous commencez, qu'est-ce que vous cherchez en premier quand vous commencez à travailler une planche? Elle a terminé. Parce que le travail... Enfin, moi, je suis un dessinateur besogneux, et encore surtout plus à l'époque, et je ne savais pas très bien ce que je pouvais essayer de faire. Christin avait déjà déterminé son côté scénariste, alors que c'était le premier scénario qu'il écrivait. Il était prof de journalisme à l'IUT de Bordeaux, qu'il avait fondé avec un autre journaliste fameux, Robert Escarpit, en 1967. Donc il faisait des allers-retours Paris-Bordeaux, Bordeaux-Paris, qui n'étaient pas en 2 heures à l'époque, et ça lui laissait le temps de pouvoir écrire dans le train pendant 4h30, 5 heures. C'était bien. En tout cas, comme quoi le progrès n'est pas toujours un bénéfique pour les créateurs. Donc, Christin et moi avons trouvé, parce qu'on était des amis d'enfance, parce qu'on avait des goûts très différents, mais très similaires sur bien des choses, c'était passionnant de dire on va faire une première histoire. Et donc, Christin commence à taper à la machine, la première page, Galaxity, capitale de l'Empire terrien, 28e siècle. Alors, belle image, vas-y Coco, c'est ce qu'il écrit en dessous, vas-y Coco, il ne va pas me décrire, il ne va pas me dire ce qu'il faut que je dessine. Et alors moi, j'étais pris de panique, absolument, en disant, est-ce que je peux faire de la science-fiction? Alors les premières pages sont complètement pathétiques. C'est pour ça d'ailleurs que la solution de faire un voyage dans le temps et de retourner en arrière, là je retombais un peu plus sur mes pattes, faire du sous Pierre Louis et Johan de Peyo, ça je connaissais. Ça m'a permis d'avancer, mais très vite notre scénario s'est avancé lui-même et on a essayé de raconter une première histoire. Il y a un autre point concernant le graphisme, c'est que on sent très clairement qu'il y a un désir d'être le plus lisible possible. Qu'en fait le dessin soit fort et bon et inventif, mais qu'il serve clairement la narration. Et en même temps, il y a une exubérance dans les décors, dans les personnages. C'est pas toujours évident à concilier. Comment travaillez-vous ça? Comme je peux. Ce sont des questions pièges. Non, ce qui est à dire que tout ça, c'est des désirs de raconter. Alors, moi, je viens de l'école franco-belge. Franquin est mon dieu et a été mon dieu pendant très longtemps. Mais je dois dire, je me suis rendu compte que dessiner une histoire de science-fiction avec un personnage qui ressemblerait à Gaston, ça va pas du tout, ça marche pas. Vous êtes d'ailleurs allé le rencontrer, Franquin. Oui, mais ça, c'était avant, quand j'avais 17 ans. Et il m'a dit, bon, faut continuer, vas-y, avance. Enfin, je lui avais amené, j'étais avec un autre copain, Pat Mallet, dessinateur humoristique, qui a fait des petits martiens verts, les petits hommes verts, qui étaient très, très populaires à l'époque. Et j'avais amené aussi quelques dessins de mon camarade de classe qui s'appelait Jean Giraud. Il s'appelait pas encore Möbius à l'époque, mais il faisait déjà des westerns. Et Franquin a beaucoup regardé ces planches-là. Et après, il a téléphoné à Joseph Villain, JG, en lui disant « Il y a un petit jeune qu'il va falloir que tu vois ». Il y a aussi un point, et j'insiste dessus parce que finalement on n'en parle pas suffisamment, ce sont les couleurs. Et il y a la même coloriste, qui est donc Evelyne Tranlé, qui a travaillé sur tous les albums de Valérian et Laureline.
J'insiste, c'est peut-être un peu un combat, mais les coloristes sont souvent oubliés, plutôt mal payés, alors qu'en fait le rapport est capital à la bande dessinée. Ah, ça, de toute façon, une bonne mise en couleur met en valeur la page et le dessin. Une mauvaise mise en couleur peut bousiller le dessin. Mais j'avais pas ce problème-là, puisque Evelyne Tranley, c'est ma sœur. Et donc, les rapports, c'était pas des rapports amoureux, donc on pouvait pas se fâcher. C'était ma frangine. Et elle avait incontestablement, elle a toujours un sens très harmonieux de faire la couleur. Alors, je lui parle de comment je voudrais que ce soit, non pas ça c'est rouge, ça c'est bleu, ça c'est jaune, ça c'est vert, évidemment pas, mais par contre, exprimer l'ambiance qui va se dérouler, puisque je faisais mes premières mises en couleur moi-même. Là, le dessin qui passe, c'est une petite aquarelle, donc j'aime bien travailler ça, mais 50 pages de bande dessinée, c'est un boulot énorme, et comme je suis déjà un pénible sur les pages en noir et blanc, s'il faut en plus recommencer, enfin, prendre plus de temps pour la couleur, c'était formidable. J'avais sous la main facilement une coloriste qui avait déjà fait ses preuves, puisqu'Evelyne a fait, avant de faire Valérian, elle a été, comme j'étais très copain avec Giraud, et qu'elle connaissait beaucoup Giraud aussi, elle a fait d'abord un Astérix qui est le bouclier Arverne, je crois, qui est un des premiers Astérix, où là elle dit plus jamais parce que c'est du coloriage. Là, c'est du coloriage. Le ciel est bleu, les arbres sont verts, le sol est vert, les bandes bleues et les blanches du pantalon d'Obélix, elle dit c'est un cauchemar. Parce que ça ne changera pas, parce qu'il n'y a pas d'harmonie à interpréter, quoi. Et par contre, Valérian, dès le début, je lui demandais de travailler des ambiances colorées qui seraient plus ou moins dans la nuit. Donc si je mets des noirs, tu n'as que les clairs à mettre. Et donc mon dessin est très pensé pour la couleur. Moi, quand je le dessine, je le pense pour la couleur. Alors que le rouge soit un rouge coquelicot ou orange ou plus bordeaux, etc., je m'en fiche complètement, si l'harmonie est belle. Et comme un coloriste doit être complètement donner l'ambiance et donner la qualité, je dirais même, de l'atmosphère et de l'histoire. Il y a un point qui m'avait surpris quand je lisais la bande quand j'étais enfant, c'est l'utilisation de la trame lettre A7. Parce que en fait, c'était assez inhabituel. C'était très, très inhabituel. Les gens me demandaient, mais comment vous faites ça? Je dis, vous savez, je tire des lignes et puis je fais des petits points comme ça. Bon, non. C'est-à-dire que j'avais travaillé, avant de faire de la BD, j'avais travaillé dans publicité, avec notamment le fils de JG, Benoît Gillin, qui avait monté un petit studio de pub à Paris, et j'ai été son premier... employé. Et j'ai appris à l'époque à faire des trucs sur des tables de montage, de faire de la maquette, de la mise en page. Et donc j'aimais bien ça, jusqu'au moment où je me suis embêté de faire des publicités pour des paquets de lessive. C'est pas passionnant. On peut faire quelque chose de plus rigolo. Excusez-moi. Choper la crève. Ça va mieux. Et donc, on pratiquait beaucoup des lettres A7 qui étaient un papier collant transparent sur lequel étaient des lettres ou des trames, des trucs comme ça. Et j'ai amené cette technique-là pour faire en disant un truc simple et net. J'ai encore quelques vieilles trames qui me restent. Je l'ai fait, je refais à la gouache par-dessus les cercles concentriques et trouvé la strophe et ça marchait très bien. Et
Oui, parce que la lettre, enfin, les trames ont généralement, en BD, souvent été utilisées pour de l'ancrage, en De fait, l'ancrage, clairement. ou des grilles. Oui, c'est ça, Ça, pour ça, amener une c'était- demi-valeur. Voilà. Mais pas pour en fait, pour un effet spécial, quoi, qui était Il se trouve que la j'avais production. trouvé, j'avais cet effet de truc qui passait du gris très foncé à un gris très clair. Et, j'ai pensé que ça valait bien et tout le monde a très bien compris parce que dans le récit, on ponctuait au niveau narratif et graphique, pof, saut dans l'espace-temps. Je vais revenir sur un point, parce que en fait, c'est un de ceux qui me fascine le plus, c'est que tout de même, 23 albums. Oui, il y en a certainement plus que ça, mais Oui. que des petits aussi. Oui, c'est ça. Enfin, je parle oui, mais non, alors, on peut dire 25. De l'officiel. Se renouveler, et surtout sur un laps de temps aussi long. Est-ce que c'est compliqué ou pas? Bah, écoutez, si on l'a fait, c'est qu'on peut le faire. Oui. Mais oui, je crois. C'est-à-dire qu'il y a eu, et ça a été notre complicité, c'est notre complicité à Christin et à moi, des vieux potes. On n'a jamais dit on va péter la baraque, on va être les champions du monde de la science-fiction. On a dit on va faire un petit truc à nous. Metal Hurlant n'existait pas encore. Où Valérian et Christin a une phrase formidable en disant Valérian n'a jamais été vraiment à la mode, donc 50 ans plus tard, il ne s'est pas démodé. Mais on a aussi, enfin, il y a eu aussi la qualité des scénarios de Christin, qui fait quand même des histoires qui ont été annonciatrices, non pas des choses qui arrivaient le lendemain dans les journaux, mais des choses qui étaient, je pense à l'écologie et la pollution, des choses comme ça, dans Alf Lolol, qui date de 1972, eh ben, on a quand même annoncé les cartes très, très bien sur les pouvoirs télévisuels, sur des tas de choses. C'était de montrer que le monde est plein de choses qu'on ressent, et ça, c'est sa qualité de journaliste, pour justement anticiper un truc qui va venir, le réchauffement climatique, les changements comme ça, de dire on va parler de ça alors que c'est pas encore en pleine page dans les journaux. Oui, il y a la fameuse anecdote avec la cité aux eaux mouvantes qui date de 68, Oui. Dans laquelle une bombe explose en 1986 et qui évidemment modifie complètement la planète. Et le problème, c'est que la série de Valérian et Laureline se poursuit après cette date. Donc finalement, le succès fait qu'on est rattrapé par la fiction qui avait été développée. Et il a fallu improviser à ce moment-là. Ça, j'ai fait entièrement confiance à mon copain de scénariste. Et je lui ai dit, ça, c'est ton problème, tu te démerdes. Mais c'est vrai que, par exemple, jusqu'en 1980, on a été dans l'espace, plus ou moins, les derniers trucs, les parodies de héros de l'équinoxe, etc. Et puis, il y a eu en même temps l'arrivée de Star Wars, qui amenait une compétition extrêmement forte avec le space opéra, pour le space opéra cinématographique, alors qu'on essayait, tant bien que mal, de raconter des histoires comme ça avant. Donc on n'allait pas se faire la concurrence avec Star Wars, qui a avec des moyens qui peuvent, avec le cinéma et la force des images, pour dire, bon, ben, on va faire un récit. Et ça, c'est lui qui a trouvé ce virage extraordinaire de faire une histoire qui se passe. Et à la fois à Paris, dans un Paris contemporain de 1980, et en même temps dans Les Étoiles, Laureline qui enquête. Combiner un scénario comme ça a été de la dentelle. En plus, au début, je cherchais à voir comment j'allais bien compenser mes pages et tout. Et au lieu que ça soit gênant de voir un monsieur qui court après un taxi et Laureline qui est en train de rencontrer des extraterrestres, ça fonctionnait très bien.
Et je crois que non seulement on a fait évoluer beaucoup notre genre, mais ça a fait aussi amener une étape très différente dans le monde de la science-fiction. Il n'y a pas que des fusées, des bagarres, des trucs comme ça. On peut avoir des rapports psychologiques avec des extraterrestres. Et c'est ça qui est passionnant à monter, quoi. Je vais vous montrer quelques images un peu anciennes, si on peut les... Voilà. Est-ce que vous pouvez... Oh mon Dieu! Eh oui, je vous avais dit qu'il y aurait des surprises. Est-ce que vous pouvez les commenter? Bon, très vite, tous les débutants, il faut bien qu'ils débutent par quelque chose. Cette page, qui était une histoire de 15 pages, comme ça, dans Fripounet et Marisette, journal catholique en 1900, ça j'ai dessiné ça en 1956, j'avais 17 ans. Allez, c'était pas terrible. Franquin et Hergé étaient passés avant moi dans les personnages, mais comme m'a dit Hergé une première fois, t'as au moins terminé l'histoire. Voilà. Mmh. Une autre pour s'amuser? Oui. Ah ça, alors là, c'est un moment très important. C'est là où je rends des remerciements émus à l'armée française qui m'a gardé sous les drapeaux pendant 2 ans et demi, de 58 à 61, enfin 2 ans et demi, hein, juste la jonction avec un an en Algérie, etc. Et qui m'a empêché de continuer à faire ça, puisque ça, je l'ai fait au mois de septembre 58, juste avant de partir au service militaire. Et c'est un cache-misère de tout ce que je ne voulais pas dessiner, etc. Donc on fait des petits zizi, des petits trucs, c'est joli, c'est mignon. Tout le monde me disait c'est moderne. Et moi je savais que j'avais repiqué ça dans des graphistes de suisse ou un truc comme ça, et c'était affreux et nul. Et donc j'ai pas dessiné pendant 2 ans et demi. Et ça m'a empêché de continuer. Si ça se trouve, j'aurais jamais fait Valérian si j'avais pas été au service militaire. Donc vive le service militaire. Enfin, on en reparlera. Hein. Ça, c'était publié dans Spirou. C'était publié dans Spirou. C'était les histoires de l'oncle Paul, d'ailleurs. Oui, je sais pas. C'est l'histoire de la crèche. J'ai vaguement lu ce qui se passait, mais je m'en souviens plus très bien. Et c'était très nul. Mais ça, c'est tous les vieux dessins. Si on est content de ses premiers dessins, on continue jamais. Alors, il faut être critique sur son meilleur critique, c'est soi-même. Après, il y a la période pilote. Oui, alors ça, c'est la période pré-pilote. Oui, d'ailleurs. Puisque, alors je vous signale d'ailleurs que Pilote, qui bouffait de la bande dessinée à longueur de semaine, c'était aux États-Unis pendant l'hiver. En Utah, où il y a 1 mètre de neige à la porte de la maison, je squattais un divan chez Christin, parce que lui était prof d'université, et moi j'étais vagabond simplement. Donc j'ai squatté son sofa, et en disant, bon, il faut qu'on bosse. Moi, j'avais pas de billet de retour, il faut que je paye mon billet de retour. Et donc, comme j'étais, et je correspondais beaucoup avec Giraud, qui lui était rentré des États-Unis et du Mexique, juste au moment où je partais, parce qu'on avait convenu de se retrouver là-bas. Mais heureusement, Jean a été un copain extraordinaire avec moi, mais heureusement qu'on n'a pas voyagé ensemble, ça aurait été dramatique. Donc, j'ai fait cette histoire-là, et je vous signale d'ailleurs, si vous regardez bien, que les bandes que j'avais envoyées par avion à Giraud ont été montées dans le mauvais sens. La bande du haut, c'est le début. La deuxième, c'est pas la deuxième. La deuxième est en fait la troisième, et la troisième est la deuxième. Les monteurs, bah oui. Il arrive, il frappe à la porte, il rentre, il parle de son article, etc. Voilà. Donc, comme quoi, hein, les bonnes planches ne tiennent pas à grand-chose. Toujours dans la même période, 1 an plus tard. Oui, alors avec réserve. Eh oui, avec Reiser au scénario. Les réserves. Bah, c'est-à-dire qu'à l'époque pilote,
recevait Goscinny a eu une politique de porte ouverte formidable. Le dessinateur de Harakiri était sous une menace de censure et était bloqué, le journal n'existait plus. Donc, et Cabu, dès 1963, je crois, a travaillé dans Pilote. Donc, il y avait déjà un pote pour eux, et il a fait venir ses copains d'Harakiri qui n'avaient pas de boulot, puisque le journal était arrêté, et Rezer, GB ont beaucoup travaillé pour Pilote à ces périodes-là. Goscinny, qui était un mec extrêmement ouvert et vraiment un talent, la bande dessinée contemporaine européenne ne tient que parce que Goscinny a ouvert ses portes, mais il avait une grande prudence et il trouvait que le dessin de Fred, les dessins de Rezer étaient pas vraiment publiables. Donc la technique, c'était des brouillons dessinés par Rezer ou par Fred et de les demander à d'autres dessinateurs de les mettre au propre. Et mettre Rezer au propre, c'est une hérésie, évidemment, c'est quelque chose de dramatique. Et j'ai fait mon écho, puisque je crois que c'est une histoire de 4 pages. Et ce qui était drôle dans le scénario de Rezer devient vraiment nul. D'ailleurs, il y avait une question que je voulais poser aussi. Bon, c'est vrai que Goscinny était extrêmement ouvert dans le sens où notamment il accueillait des créateurs qui étaient en dehors de son style à lui. Ça, c'est très clair. Néanmoins, comment s'est passé justement le rapport avec le projet de Valérian? Est-ce qu'il a été facilement accepté? Est-ce qu'il y a eu des demandes particulières? Non, non, surtout pas. Non, mais il y avait le fait que ça faisait déjà 1 an que j'étais rentré des États-Unis et que je travaillais sur des trucs comme le truc pour Rezer ou des petites illustrations à la couleur pour Goscinny lui-même ou d'autres dessinateurs. Et c'était le grand possible. Le grand possible, faites ça, essayez. Puis si ça me plaît, ça va. Si ça me plaît pas, ça me plaît pas. Et moi, je savais pas que j'allais faire de la science-fiction. C'est parce que la science-fiction, c'était pas une obsession chez moi. J'ai jamais dessiné de science-fiction. J'ai fait 2-3 planches ridicules à une époque, mais non, c'est venu parce que avec Christin, on a écrit ce scénario et il fallait y aller, et il fallait concrétiser ce qu'on avait envie de faire. Alors Goscinny, au début, je peux dire que c'était certainement pas un passionné de science-fiction, mais quand on a fait 30 pages dans Pilote, qu'on avait reçu des courriers de lecteurs, parce que ça, il y avait énormément de lecteurs qui écrivaient au journal pour dire on aime bien ça, on n'aime pas ça, et c'est marrant vos histoires de science-fiction. Ah, il y a une nana. Alors ça, c'est notre grande victoire, c'est le fait que regardez les pages de Pilote de cette époque-là, il n'y a pas de fille. Il n'y a jamais une héroïne féminine. Il y a peut-être eu la femme du fermier ou un truc comme ça, de la famille Bottafon. Mais c'est tout, ça n'existait pas. Les personnages féminins n'existaient pas. J'ai vu des numéros où il y avait, c'était pathétique. Que des gamins, des gosses, des macs, des militaires, tout ce que j'aime, quoi, vraiment. Alors, en dessinant Laureline, qui est venue spontanément, parce qu'on n'a pas dit on installe une fille pour notre histoire, on s'est dit, oui, alors Valérian est perdu dans la forêt et il va être sauvé par une sauvageonne. C'est logique, c'est normal. Et évidemment, elle arrive. Alors, je ne sais pas si vous avez vu la première page où on voit Laureline qui arrive, mais la page précédente où elle est en ombre chinoise contre un tronc d'arbre en premier plan et Valérian prisonnier dans sa feuille, et j'étais complètement terrorisé parce que je l'ai mise tout en noir, on ne la voit pas,
Et je ne savais même pas comment j'allais la dessiner. Et ce n'est que la semaine suivante où elle sort l'épée de Valérian pour couper la canopée et que très vite, elle est venue, elle est sortie de mon encrier plus facilement que Valérian qui avait toujours une tête pas possible. D'ailleurs, à l'époque, il y avait parfois des modèles qui étaient pris dans l'actualité. Je pense notamment à Pellart qui s'était largement inspiré de chanteuses. Est-ce que là, il y avait un modèle ou un idéal féminin, quelque chose une source qui permettait de coder graphiquement le personnage de Laureline? Il y avait certainement quelques amoureuses qui ressemblaient un peu à Laureline. Mais en fait, non, parce qu'on ne fait pas des portraits, on ne fait pas des personnages dans une case de bande dessinée grande comme ça. Vous avez 6 mm pour dessiner la tête d'une nana. Alors, moins on mettra de traits, mieux elle sera. C'est évident. Alors, quand on fait un gros plan, après, c'est plus ou moins réussi. Mais c'est sûr que dessiner une belle femme, non, il faut suggérer peut-être une jolie fille, mais elle sera... En plus, si c'est une sauvageonne, j'allais quand même pas lui foutre des cicatrices et un bandeau sur l'œil. Mais elle est mignonne, mais elle est mignonne parce que et Christin, évidemment, quand il l'a découvert aussi, parce qu'évidemment, il ne savait pas quelle gueule elle pouvait avoir. Et puis, il ne me dit pas, il faut qu'elle soit blonde, il faut qu'elle soit... C'est venu comme ça, et on dit, ah oui, hein, tiens. Et là, il peut changer ses dialogues, tout ça se faisait en semi-improvisation. Et on arrivait à équilibrer quelque chose entre mes maladresses, les maladresses du scénario des fois, parce qu'il faut dire que c'était un peu à la hache, tout ça, mais on débutait, on était des débutants, et on était tout simplement contents d'être publiés. On va continuer dans la séance souvenirs, et puisqu'on parlait de science-fiction, grand moment. Oui, moi je ne suis pas... je crois que je n'avais jamais vu un ordinateur, sauf celui de HAL 2001, l'Odyssée de l'espace, puisque le gag, c'était une double page d'actualité pour parodier le début l'ordinateur de HAL 2001, l'Odyssée de l'espace. Et donc, on a imaginé qu'il y avait un ordinateur qui pouvait dessiner. Je n'avais aucune connaissance de quoi que ce soit. J'ai dessiné ça. Bon, passons. Allez, on termine encore un petit peu avec... est-ce que c'est celui-là? Ça, c'est un truc. Ça, c'était une petite page d'actualité que j'ai fait avec mon propre scénario. C'est-à-dire que c'était pas très élaboré, mais au moins, il y avait un gag, et effectivement... dans la réunion, puisqu'on faisait des réunions d'actualité au journal Pilote, où chacun sortait des idées de gags à dire, eh bien, on a parlé qu'un armateur japonais engageait des femmes sur le bateau. Et donc, l'idée m'est venue, plus ou moins, de dire un truc, la marine française fout le camp, etc. Et le truc du capitaine Haddock qui dit c'est pas évident, c'est évident que si ça cogne dans les récifs, c'est une femme qui conduit. Alors, puisqu'il y a le capitaine Haddock, profitons-en pour rebondir. En 1953, vous aviez 15 ans et vous avez envoyé un récit à Hergé. Et alors, ça s'appelle la Grande Poursuite. Oui, c'était un petit western très, très inspiré par les Chapeaux Noirs de Franquin. Ce qui était ma passion évidente. D'abord, le western était un désir fou de dessiner. Tout le monde dessinait, encore une fois, tout le monde dessinait des grands chapeaux et des chevaux, plus ou moins bien. Et donc, j'avais fait un petit récit que j'avais fait tout seul. Alors là, il n'y avait pas de scénariste.
parce que si vraiment le pauvre homme, il faut dire qui c'est qui a écrit ça. Mais c'était... Alors, ce que Hergé m'a dit dans une lettre qu'il m'a renvoyée, en disant bah, c'est bien mon petit gars, t'as 14 ans et demi, et t'as terminé 16 pages en couleur, à l'aquarelle, et mon père avait relié le, le livre comme un album de Tintin, avec du carton souple. Et je reçois la lettre, et j'étais furieux. Ah, le salaud, il m'a pas édité. Parce que pour moi, Hergé, c'était Casterman. Ne connaissant rien de l'édition, évidemment. Donc pour moi, c'était lui, et j'avais fait un boulot, il aurait dû m'éditer. Heureusement qu'il l'avait pas fait. En plus, un an auparavant, vous aviez dessiné un Tintin personnel en Californie. Un peu plus tôt, oui. Le Tintin en Californie, ça aussi, c'est une de mes grandes réussites. J'en avais fait 3 pages, quoi. Ce qui est très drôle, c'est que une de mes premières lectures était... Mon frère aîné dessinait, il faisait des bandes dessinées, mais il n'était pas publié. Il avait 15 ans. Et moi, j'en avais 7. Et il me passait le journal qu'il lisait, qui était OK Magazine, dans lequel un jeune Albert Uderzo, qui signait Al Uderzo, faisait les aventures de Harris Buck, qui est sa première BD, je crois. Excusez-moi, pathétique. Et donc, j'étais admiratif et j'aimais beaucoup Harris Buck. Et je faisais... C'était un gros costaud, mais un gros costaud pas Obélix, c'était un gros bodybuildé. Et avec une épée magique, une princesse et un dragon. Je ne me rappelle pas des histoires, mais quand ça m'est arrivé de rencontrer Uderzo quelques fois, je lui dis, mais tu sais, tu veux que je te dessine Harris Buck? Je le connais par cœur, et je dessinais son personnage. Et le Tintin que j'ai fait avait la tête de Tintin, mais il avait le corps de Harris Buck, c'était un grand mastard, comme ça. Donc c'était un peu ridicule, mais c'est comme ça. On va parler d'une autre passion, en fait, à côté de la BD, mais qui la rejoint, c'est le cinéma. Il y a eu En fait, vous êtes amusé déjà, à certains moments, à travailler sur des projets de films, de réalisation en film 8 mm, à un moment. Oui, tout ça, c'était avant le service militaire. Et c'était avec Giraud, on a fait un début de dessin animé qui n'a jamais vécu, évidemment, plus de peut-être 15 images. C'était un western. C'était un western, évidemment. Ça n'a pas été enthousiasmant. Plus c'était avec une caméra paillard 8 mm, oui, qu'il fallait remonter comme ça. Donc autonomie impossible. Tout ça, c'était du bricolage parce que techniquement, on savait rien de rien. Enfin, on savait que le dessin animé, on savait qu'avec un flipbook, on fait de l'animation. Bon, ben, c'est à peu près ça qu'on a fait en enregistrant les images. Ça n'a évidemment pas abouti du tout, mais c'était enthousiasmant. Il y a eu, alors par contre, plusieurs tentatives jusqu'à la réussite pour porter Valérian et Laureline à l'écran en animation. Alors déjà, il y en a eu une en 1976. Oui, alors ça, il y a eu une série de trucs. Moi, ça me passionnait. Là, on parlait animation. On parlait qu'il était possible de faire une animation où moi, j'aurais voulu qu'un projet, qu'on puisse faire une histoire de 50 minutes. 52 minutes, c'est l'échelle pour la télévision. C'est standard, hein. Et c'est ça que j'aurais aimé faire. Et malheureusement, dès les premiers essais, même si on avait trouvé une équipe française avec des gens qui faisaient du bon travail, mais monter, et la télévision dit nous, on veut
25 épisodes, 26 épisodes de 26 minutes. Donc évidemment, même pour des jeunes professionnels, c'est un énorme boulot, c'est un studio qu'il faut monter. Et donc tout ça, moi je ne pouvais pas le monter tout seul. Dargaud, à cette époque-là, était très réticent. Je comprends. Il avait déjà Goscinny, Maurice, qui faisait des Lucky Luke, ça commençait. Mais on a eu quelques résultats qui étaient positifs, puis d'autres totalement inaboutis. Et puis soudain, le truc est parti en vrille parce que un producteur qui nous a accompagnés sur ce projet s'est mis en accord avec une boîte de production japonaise. Et si bien que les vidéos ressortent en ce moment où c'est les 40 épisodes de 26 minutes. 40 épisodes de 26 minutes. Je ne sais pas combien de centaines de dessinateurs ont travaillé là-dedans. Visiblement, ils n'avaient pas tous des albums de Valérian pour voir comment il fallait le dessiner. Ça, c'est la production de 2005 qui est sortie. C'est ça, voilà. Qui vient de ressortir. Oui, tout à fait. Parce qu'avant, il y avait eu donc l'essai en 76, un autre avec Dargaud en 82, un autre, et puis le pilote de 92 qui allait effectivement déboucher. Si vous aviez été réalisateur, quel type de film, enfin quel style vous aurait particulièrement attiré? Je crois que même dans un style très carton-pâte, l'ASF aurait été un domaine qui m'aurait plu. Difficile à dire que je l'aurais fait ou je l'aurais pas fait parce que faut voir les premiers résultats et ça aurait peut-être été à hurler de rire et à pleurer aussi. Donc ça, on ne peut pas savoir. Mais est certain que ce n'était pas pour raconter un truc post-nouvelle vague, puisque Christin et moi, on a baigné dans le cinéma de nouvelle vague. Et c'était certes passionnant et très réussi, et on a adoré la nouvelle vague, mais un bon film de western, un bon film de SF, c'est quand même plus excitant pour moi en tant que possibilité de réaliser. Bon, le thème de l'année des Utopiales, c'est le temps. Il y a aussi une autre passion que vous avez, c'est la photographie. Oui, mais enfin ça c'était quand je voyageais beaucoup, et notamment pendant mon séjour aux États-Unis, la première fois, ou de nombreuses fois où j'y suis retourné, où j'ai fait beaucoup de photos, à cheval, à pied et en voiture, mais surtout à cheval, et parce que j'aimais bien la photo, à une époque où faire de la photo, il y avait ceux qui faisaient la photo et ceux qui n'en faisaient pas. Et un mec comme Christin, je ne l'ai jamais vu appuyer sur le bouton d'un appareil photo. C'est vrai, rappelez-vous, il y avait des copains, Jean Giraud, qui était dans notre bande, n'a jamais fait une photo, lui. Je ne l'ai pas vu. Et moi, j'étais le mec chargé de faire les photos. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours des photos de bande de copains et tout. Je suis jamais dedans, ben non, je suis derrière. On va peut-être aussi laisser la place à quelques questions que vous voudriez poser. La parole est à vous. Oui, bonjour. C'est une impression d'ensemble par rapport à Valérian et leur ligne que je trouve assez paradoxale. Parce que dans tous les albums, il est question malgré tout de catastrophes possibles, des choses qui peuvent être proches de notre univers, le réchauffement climatique, donc quelque chose d'assez pessimiste. Et ça contraste avec quelque chose qui est très doux, je trouve, dans la BD. Moi, je trouve que, enfin, en tout cas, c'est ce que je ressens, une certaine douceur. Comment expliquer ce décalage entre ça aurait pu être quelque chose de catastrophique, en même chose, quelque chose de doux et peut-être d'optimiste? C'est involontaire. Parce que mon dessin, basé sur la ligne claire belge, pour moi, je ne suis pas un puriste, mais j'aime bien, c'est comme ça que j'ai dessiné. Ce n'est pas fait pour faire du dramatique.
hein, les éruptions, les explosions, j'en ai fait beaucoup dans mes pages, mais il y a une distance. Mon dessin n'est pas un dessin réaliste. Et je crois aussi que, comme dit Christin, les Valérian se passent au XXVIIIe siècle, avec des sauts en arrière et des sauts en avant. Donc, mais se passant au XXVIIIe siècle, ça veut dire que la Terre existe au moins jusqu'au XXVIIIe siècle. Hein, donc ça nous laisse de la marge. Donc il ne va pas y avoir un grand cataclysme. Et d'autre part, l'ASF, boum, je te fais peur, boum, ça fout partout. Bah, c'est plus facile à faire que de dessiner des civilisations où je dis, quand Christin me dit, oui, c'est la grande cité qui s'enfonce dans le sol. Ah oui, c'est intéressant ça. Oui. Comment tu dessines une cité qui s'enfonce dans le sol? Démerde-toi. Bon. Alors que boum, ça c'est facile. Et on a pris toujours le contre-pied de la BD américaine. Alors ça, c'est autant, Dieu sait qu'on a traîné nos godasses et nos bottes aux États-Unis, dans différents séjours, etc. Mais la BD américaine, moi, les super-héros, je ne comprends pas qu'on puisse dessiner tout le temps un mec, le front baissé, qui fonce sur les lecteurs comme ça. Je ne comprends pas que ça soit intéressant et je ne peux pas lire. Bon, alors, peut-être parce que je suis un peu trop vieux pour lire de la BD américaine. Et avant, j'ai pas eu accès. Et là-bas, très peu accès aussi. Donc, c'est une prise de position, et je dirais presque politique aussi. C'est sûr que Valérian se veut une bande dessinée, guillemets, de gauche. Voilà. On ne dira pas plus que ça, mais c'est pas pour un parti, c'est pas pour un... Mais c'est visiblement, les gens sont tous témoins, tous responsables de quelque chose, et c'est important. Donc, il faut que ça continue. Il faut que les catastrophes arrivent pour que ça soit spectaculaire, mais il faut aussi leur laisser des chances. Il y a une dimension en fait humaniste. Oui, voilà, c'est ça. C'est volontaire, c'est pas béni oui, mais c'est donc moi je n'aime pas les histoires ultra violentes, ni au cinéma, ni sur le papier. Une autre question? Ah, là-bas. Bonjour. Je voulais savoir ce que vous pensiez des deux albums hommages qui ont été faits par Larsenet et puis celui qui est sorti récemment également. Bah, écoutez, le but de l'histoire, c'est de dire, les gars, puisqu'ils sont en général des gens qu'on a bien connus et qu'on aime bien, faites ce que vous voulez, la bride sur le cou. Mais plus d'une fois, on nous a dit, mais on va vous montrer le scénario. Non, c'est votre truc, faites-le pour justement, puisque ce sont des auteurs talentueux, mais qui veulent s'essayer, parce que ça les change, ça les amuse, etc., à faire un truc basé sur les personnages de Valérian Lorline, qu'ils le fassent. Et quand Larsenet a fait ses 15 premières pages et que j'ai reçu les photocopies des pages, je me suis marré, mais alors vraiment, en disant, mais c'est génial, c'est formidable. Je ne veux pas connaître l'histoire. Continue, vas-y. Et pour Laufray, qui est un dessinateur que je connais quand même depuis ses... pas tendre au début, mais presque quand même, il était très jeune quand il est venu me voir, il avait peur en même temps, il avait très envie, il avait en même temps peur, mais je trouve, personnellement, je suis très opposé à faire du dessin qui ressemble au dessin du dessinateur qui ne dessine plus. Hein, voyez mon regard, ça je n'aime pas, je suis contre, je trouve que c'est faire injure et à l'ancien dessinateur et au nouveau, qui est en général très talentueux aussi. Mais faites ça. Par contre, amenez votre style, vos idées personnelles et charcutez
dans le scénario d'un album de Valérian, démerdez-vous. Puis si vous voulez pas le faire, personne n'est requis à le faire. Il n'y a pas d'ordre d'exécution. C'est simplement des mecs, s'ils ont envie de le faire, qu'ils y aillent. Oui. Oui, bonjour. Moi, je voulais c'est pas une question. Je voulais simplement vous remercier. Je suis un vieux lecteur de bande dessinée. Je suis tombé dedans étant tout petit, comme Obélix, et j'ai découvert la première aventure de Valérian et Laureline quand j'avais une dizaine d'années dans Pilote. J'avais la chance d'avoir un grand frère qui achetait Pilote, donc comme ça on pouvait le lire. Et puis, voilà, Christin et vous m'avez fait rêver pendant des années et des années. J'ai toujours, Valérian et Laureline, c'est une de mes BD préférées. Et en fait, je peux dire que j'ai un peu grandi avec. Ce que j'apprécie rétrospectivement, c'est que tout à l'heure, vous avez dit, oui, on peut être classé un petit peu à gauche quand même. Mais je pense notamment à l'Empire des 1000 planètes, où vous avez fait découvrir au lecteur vos idées, mais pas avec des gros sabots. Et justement, dans l'Empire des 1000 planètes, ce que j'aime bien, c'est qu'on s'aperçoit au bout du compte que ces fameux dictateurs, ils ont leur raison de l'être. Voilà. Et puis, voilà, ce que j'aime beaucoup, c'est tout votre univers, votre bestiaire animalier qui est absolument fabuleux. Oui. Quand je vois la tronche du grognon de Blux, je ne peux pas m'empêcher de rigoler. Et voilà, donc merci encore pour... ah oui, voilà, je termine en disant que Christin et vous, pour moi, vous êtes de vrais conteurs, dans le sens le plus beau du terme. Voilà. Merci, c'est un compliment. Bonjour. Qu'est-ce que vous avez pensé du film de Luc Besson ? Écoutez, pour un dessinateur de presque 80 ans, de trouver un de ces petits lecteurs qui est devenu directeur de cinéma et qui fait sincèrement l'adaptation des albums qu'il aimait, moi j'ai été touché et ravi. C'est pas à moi de faire une chronique de rubrique cinématographique sur ce qui va bien ou pas, mais que ça vous arrive. J'aimerais vous dire qu'il y a quelques dizaines de milliers de dessinateurs de par le monde qui voudraient bien qu'il leur soit arrivé la même chose. Une dernière question ? Je voulais demander, est-ce qu'il va y avoir de nouveaux albums de Valérian maintenant qu'il est de nouveau devant de la scène ? Eh bien écoutez, puisque je ne suis pas encore mort et que ça fait 3 ans qu'on a commencé un album, mais qu'il y a eu quelques petits pépins de santé pour Christin qui s'excuse de ne pas être là, mais il n'a pas pu venir aujourd'hui. Et moi, où j'ai été pas brillant non plus pendant longtemps, on a fait déjà à peu près les 3/4 d'un album qui sortira, si les vents sont favorables, disons au cours de l'année prochaine. Mais il y en a les 3/4 de fait, alors c'est déjà pas mal. Je crois que la nouvelle est suffisamment bonne pour... oui, mais ça, je ne vais pas me permettre de donner une annonce. En 50 ans de carrière, je n'ai jamais dit à mon éditeur quand est-ce que ça sera prêt. Je ne vais pas commencer maintenant. Bien, merci beaucoup pour être venu. Merci à tous.